Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro au cours duquel nous parlons du Niger et de la CEDEAO avec cette interrogation. La médiation peut-elle réussir? Pour répondre à notre interrogation, notre invité, Kag Sanoussi, vous êtes expert en intelligence négociationnelle. Bonsoir Kag et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour l'invitation. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Agama ou l'art de gouverner. Tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de ce document avant qu'on aborde notre sujet même. C'est un document qui est un compte initiatique qui nous permet de puiser dans les valeurs africaines, mais aussi universelles, tous les outils que nous avons dans l'art de gouverner en partant des enseignements du caméléon, puisque le caméléon est un enseignement, est une école. Et donc, nous avons développé dans cet ouvrage des outils africains principalement, dans nos cultures, au Togo, en Centrafrique, au Congo, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, et pour faire en sorte que nous puissions parler plus facilement à l'intellect des personnes par rapport à leur culture et dire que donc, dans la gouvernance, nous apprenons toujours. Et dans cet ouvrage, qui est un compte initiatique, on développe le premier élément qui est que la gouvernance commence par une gouvernance individuelle. Quand vous apprenez à vous gouverner vous-même, vous êtes en mesure donc de travailler dans d'autres échelles. C'est ça l'ouvrage Agamala de gouverner, avec vraiment des outils que nous appelons des outils agamatiques. Des outils agamatiques. Ouais. L'ouvrage est publié aux éditions Rama, c'est bien cela? Tout à fait, aux éditions Rama Édition. Donc c'est une réédition puisqu'il est sorti en 2022. Okay. Et donc il a été réédité récemment, il y a à peu près 2 mois, et dans une nouvelle configuration, Agamala de gouverner, pour que chacun puisse pouvoir découvrir, parce que ça parle aux uns aux autres, cet ouvrage, que vous soyez sur le plan économique ou dans l'entrepreneuriat, vous êtes concerné. Que vous soyez en politique ou sur les questions diplomatiques, vous êtes concerné. Si vous êtes sur les questions de pratique managériale, vous êtes concerné. Il y a un 4e aspect qui est important pour nous dans cet ouvrage, c'est tout ce que nous appelons la musculature interne, que de quoi appelle le développement personnel. Parce que la sagesse du caméléon est une sagesse qu'on applique tous les jours, en famille, en association, au travail, et ça nous permet d'avoir la meilleure expression de nous-mêmes. En tout cas, il y a une partie qui m'intéresserait bien, c'est le verbe agamater. Peut-être on aura le temps d'en parler hors antenne. Ceux qui sont intéressés peuvent s'en procurer ou déjà... Nous avons un site internet agamalardegouverner.com sur lequel l'ouvrage est disponible. Ceux qui sont au Togo, par exemple, c'est à la librairie Bon Pasteur. Et puis après tout, c'est sur les réseaux sociaux avec des dépôts dans certains pays d'Afrique également. Merci beaucoup. Nous venons donc au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la CEDEAO et le Niger. Depuis le coup d'État survenu le 26 juillet au Niger, les relations ne sont plus très bonnes entre le Niger et la CEDEAO. Quel est l'état actuel de ces relations 4 mois après? Je pense que les relations ont évolué légèrement. Et les relations n'étaient pas bonnes du tout au lendemain du coup d'État, puisque nous sommes tous au courant des décisions fortes qui ont été prises par la CEDEAO, des sanctions, des décisions économiques qui ont mis l'économie nigérienne en difficulté. Et donc les relations étaient vraiment très tendues. Mais nous pouvons constater que 4 mois plus tard, il y a une légère évolution. Ce n'est pas encore l'évolution attendue, parce que je pense que de part et d'autre, certains acteurs se sont mobilisés pour faire en sorte que les deux parties puissent dialoguer, puisque comme disent les Gabonais, et l'ambessica, de la discussion jaillit la lumière. Quand il n'y a pas de discussion, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi je pense que le processus qui a été enclenché pour maintenir le dialogue entre les deux parties tend à produire des effets et c'est sur ça qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler. Alors, ce processus, du moins officiellement, n'est pas encore approuvé par les deux parties. On se rappelle, le Niger avait sollicité le Togo pour une médiation. Mais médiation, nous sommes tous d'accord qu'il faut quand même une médiation pour mettre fin à ce bras de fer ou cette crise entre la CEDEAO et le Niger. Mais qui pour faire cette médiation? Je pense qu'il y a 2 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est qu'effectivement, la médiation est la voie idoine pour trouver une solution dans ce type de crise. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut soutenir tout acteur qui va dans ce sens pour la médiation, puisque nous savons que, quelles que soient les décisions qui peuvent être légitimes de part en droit, que les uns les autres on peut prendre, c'est toujours à travers le dialogue, la négociation qu'on parvient à des solutions les plus crédibles et les plus durables. Maintenant, il faut la réussir. Certes, le Niger a fait appel au Togo pour la médiation. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, est-ce que c'est le Togo seul qui va faire la médiation? Le Togo a prouvé qu'il peut faire la médiation parce que c'est important d'avoir cette position de sagesse, de parler avec les uns les autres. On peut penser aussi à une autre configuration. On peut avoir un collectif d'acteurs au niveau de la CEDEAO
ou même avec des partenaires au-delà de la CEDEAO, et profiter peut-être des actions déjà engagées par le Togo entre les différentes parties et faire en sorte que ce soit vu comme une démarche beaucoup plus qui intègre, inclusive avec les différents acteurs. Et je pense que c'est possible, c'est une orientation qui est certainement possible et c'est ce à quoi il faut en tout cas aller, nous qui sommes des observateurs et qui voyons comment les choses se passent sur le terrain. Alors, depuis le déclenchement de cette situation issue du coup d'État du 26 juillet, on a vu la position du Togo. Est-ce que cette position donne des chances au Togo d'être accepté par les deux parties, surtout par la CEDEAO, pour mener cette médiation, quand on sait que le Togo a participé à la réunion, à la fameuse réunion du 30 juillet à Abuja, réunion à l'issue de laquelle on avait annoncé un certain nombre de mesures contre le Niger, parmi lesquelles l'option militaire qui avait tantôt défrayé la chronique et suscité des critiques des uns, le support des autres. Le Togo, par après, ne s'est pas très montré solidaire envers cette décision ou bien cette option militaire. Cette position du Togo, qu'il a isolé un peu de ses voisins de la sous-région, est-elle aujourd'hui un gage de confiance pour le pays pour mener cette médiation? Ne serait-ce pas peut-être un obstacle au niveau de la CEDEAO pour qu'on se dise on ne fait pas confiance au Togo pour mener cette médiation? Non, je pense que la confiance est là et elle est nécessaire. C'est comme prenez une équipe de football. Dans une équipe de football, pour gagner un match, vous êtes obligé d'avoir des attaquants, des milieux et des défenseurs. Si vous n'avez que des attaquants, vous allez marquer des buts, vous n'allez jamais gagner un match. Si vous n'avez que des milieux de terrain, vous allez tourner en rond sans avancer. Et on a besoin de défenseurs qui sauvegardent. Si on prend ce schéma footballistique, on peut envisager qu'au niveau de la CEDEAO, on a eu des attaquants qui se sont montrés vaillants. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et nous avons des acteurs comme le Togo ou d'autres qui étaient dans la position de milieu de terrain. C'est une position de centralité. Voilà pourquoi nous pensons au niveau donc, de nos travaux qu'il faut éviter d'insulter aucune des parties. Parce que l'attaquant a ses raisons. Le milieu a ses raisons. Même si nous faisons le choix du milieu, parce que ça qui amène la médiation, la négociation, il ne faut jamais insulter les autres parties. Et aujourd'hui, la position du Togo est une position qui est une position centrale. Ça permet de discuter avec les uns et les autres, mais c'est la même équipe. Dans cette équipe, il y a des attaquants, mais il y a des 5 qui sont au milieu de terrain. Et c'est en conjuguant dans un modèle addition-multiplication qu'on peut réussir à ramener la paix. Parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on veut? Les attaquants voulaient quoi? Ils voulaient qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, à la paix. La médiation voulait quoi? Qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, à la paix. Et donc, mais les méthodes ne sont pas les mêmes. Les méthodes ne sont pas les mêmes. Mais quand on est des gens et censé, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on vise le même intérêt général, on fait addition et multiplication. Voilà pourquoi je pense qu'aucun pays n'est disqualifié. Le Togo n'est pas du tout disqualifié. Il y a lieu aujourd'hui que chaque acteur puisse justement aller vers cette convergence. Et je n'ai vu nulle part les autorités togolaises critiquer vertement d'autres pays. Je n'ai pas vu ça. Cela veut dire qu'il faut garder le lien. On peut ne pas être d'accord sur une position parce que nous savons que la guerre n'est jamais la bonne réponse, même si c'est à une bonne question. Il faut toujours avoir peut-être un accord qui n'est pas un accord qui soit satisfaisant à 100% plutôt qu'une bonne guerre. Voilà pourquoi je pense que la conjugaison des intelligences fera que les uns et les autres se mettront en addition, en multiplication et faire en sorte que le Niger puisse trouver des voies pour sortir de là. Mais le Niger aura aussi des efforts à faire pour faciliter cette médiation. Alors, que faut-il faire justement au niveau du Niger pour faciliter cette médiation? Que faut-il faire au niveau du Togo? Que faut-il faire au niveau de la CEDEAO? Nous allons les prendre un à un. On commence par le Niger, par exemple. Alors, nos propos sont des propos circonstanciés puisque on n'a pas donné des leçons au Niger pour dire ce qu'il doit faire, ne doit pas faire. Ils sont assez grands, ils le savent. Mais en tant qu'acteurs qui analysent un peu les choses, je pense que personne ne gagne quand il y a une situation de conflit à exacerber les tensions. Et dans la sagesse africaine, on dit souvent qu'un adulte, un chef ne se déshabille pas en public. Le chef peut avoir tort, mais la manière de le dire, si vous le dites en public, là où vous êtes aujourd'hui, M. Guillaume, si vous êtes avec votre père en public, il a peut-être tort à 100%, mais la manière de lui parler en public va faire en sorte qu'automatiquement, vous aurez tort. Donc, il y a le lieu de faire qu'il ne faut pas avoir des postures qui augmentent la tension. Et je pense aujourd'hui qu'il est important d'avoir des gestes d'apaisement. Il y a par exemple, on peut réfléchir aux conditions de détention du président Bazoum, et qui peut être un signal. Il y a aussi des positions par rapport à certains pays qui sont vus comme hostiles au Niger.
Parce qu'in fine, ce n'est pas des questions d'ordre personnel. Il faut dépasser ces questions-là pour aussi mettre un peu de l'eau dans son vin parce que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, les sanctions au niveau de la CEDEAO n'ont pas évolué. Pour faire évoluer les sanctions, il faut que l'ensemble des acteurs puissent être en synergie. Et donc, pour faciliter ça, je pense qu'il faut qu'au niveau du Niger, il y ait aussi des pas qui soient posés. Ce n'est pas qui donnent envie pour dire que on n'est pas dans le statu quo depuis 4 mois. Il y a des évolutions qui peuvent faire en sorte que certaines décisions puissent être adoucies. Je pense que chacun doit faire un pas et le Niger doit forcément faire un pas pour faciliter le travail de la médiation. Concrètement, à part les conditions de détention du président Bazoum, que doit encore faire le Niger, par exemple? Je pense qu'il y a aussi les postures. Et la parole est une force, est une puissance. Et donc, il faut faire attention aussi à des propos péremptoires, des fois qui peuvent être prononcés par endroit ici ou là. Parce que nous sommes des hommes et des femmes, des humains. Nous sommes aussi sensibles à des émotions, à des ressentiments. Et quand on a pour être chef d'État, on est une personne. Et on peut être en colère, on peut être dans la joie. Donc je pense qu'il faut travailler aussi cette partie psychologique aussi. Et la résolution d'un conflit ne se fait pas de manière simplement harmonieuse et linéaire. Il faut intégrer un certain nombre. Et puis nous sommes des Africains. Il y a dans la culture africaine, il y a des sagesses, il y a des éléments sur lesquels je pense qu'il faut revenir. Tout n'est pas forcément à divulguer comme ça parce que, comme je le disais, nous ne sommes pas dans la posture de donner des leçons parce qu'on apprend toujours. Et puis celui qui gouverne sait mieux que celui qui dit. Les Nigériens savent mieux, mais nous pensons qu'il faut aussi de ce côté-là faire un travail, un pas vers l'autre. Eux trouveront eux-mêmes d'autres pas qu'ils doivent poser. Mais je pense que dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il faut faire un pas pour montrer à la partie, qui n'est pas une partie adverse, mais qui est l'autre partie, que nous sommes dans un processus. Et c'est comme ça qu'on peut trouver un terrain d'attente. Alors, au niveau du Togo, en tant que médiateur, du moins, c'est un probable médiateur parce que il n'y a que le Niger qui a fait la demande. La CEDEAO n'a rien dit pour le moment. Peut-être les prochaines réunions de la CEDEAO nous permettront d'y voir plus clair. Au cas où ce serait le Togo, quelle devrait être la posture du Togo? Je pense que le Togo est rodé. Le Togo, je pense, de mon point de vue, n'a pas besoin d'être dans une position formelle de médiateur. Parce qu'in fine, l'idée, ce n'est pas de tirer la couverture à soi, de dire que c'est moi. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'œuvrer pour que notre sous-région ne soit pas mise en feu à sang. Et donc, je pense que tout le travail qui a commencé dès les premières heures, de faire en sorte que les différentes parties prenantes puissent se parler, que quand une mission de la CEDEAO se rend au Niger, que la mission soit accueillie convenablement, qu'on puisse parler. Je pense que c'est déjà un travail important. Et faciliter la discussion, faciliter les mises en lien. Et la position que le Togo a prise durant ces crises lui permet de parler avec le Niger et lui permet de parler avec les autres pays qui ont pu avoir même des positions d'attaquants. Et je pense que cette position-là qu'il faut optimiser, et je n'ai pas de leçon à donner parce que je pense qu'ils le font déjà, il faut faire en sorte que maintenant que cette position puisse vraiment produire les résultats, puisque la médiation a eu un premier succès, c'est qu'on n'est pas parti en guerre, mais on n'a pas réglé la crise nigérienne, et pour régler la crise nigérienne, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites. Comparaison n'est pas raison, mais des gens mettent en avant ce qui est à l'actif du Togo, son implication dans certaines crises, la dernière, la crise ivoiro-malienne, avec l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Est-ce que ces éléments permettent aujourd'hui de donner plus de capacité au Togo pour mener cette médiation, quand on sait, comme je le disais, que comparaison n'est pas raison et que les situations ne sont pas les mêmes? Oui, je pense que, comme on dit, le tigre ne prend pas sa tigritude et que les acteurs de la sous-région savent, au niveau de la crise malienne, comment les choses ont été dénouées, et la médiation qui a pu lieu. Donc, ce n'est pas au Togo de dire, moi, je fais. Les acteurs savent. Et je pense que les bonnes relations entre le Togo et le Niger aujourd'hui sont des éléments importants à mettre sur la table. Et tous les acteurs de la sous-région sont au courant. Et comme moi, je suis confiant dans l'intelligence humaine, je pense qu'il y aura une conjugaison collective pour faire en sorte que toutes les compétences soient mobilisées. Aujourd'hui, on voit le Togo, mais peut-être qu'il y a d'autres acteurs qu'on ne voit pas. Et donc, le travail, c'est de faire en sorte que tous les acteurs qui convergent vers cette dynamique et qui fait que la médiation, qui est la voie idoine pour sortir de cette crise-là, que cette médiation soit mise donc en premier lieu et que tous les acteurs y contribuent. Mais je crois que le Togo apportera sa part comme les autres acteurs. Quelle sera la part de la CEDEAO dans cette médiation, si elle a lieu? Ce que nous avons dit dès les premières heures, c'est que, en n'ayant pas fait la guerre, la CEDEAO n'a pas perdu la face, comme certains pensaient le dire. Et que la CEDEAO aujourd'hui, si je prends une métaphore, c'est la CEDEAO qui est la plus grande entité. Et qu'en se baissant,
pour négocier, parler, favoriser la médiation avec le Niger, la CEDEAO ne perd pas la face. Je dis souvent que celui qui fait 2 mètres, pour saluer un enfant qui fait 20 mètres, 20 cm, c'est celui qui fait 2 mètres qui se baisse. Mais en se baissant, la personne fait toujours 2 mètres. La personne ne perd pas sa valeur. Et donc, je pense que la CEDEAO, avec ce conseil des pères fondateurs qui ont créé la CEDEAO, c'est un espace de paix. Et donc, je pense que la CEDEAO grandit dans le fait qu'il y a la temporisation, que l'option militaire est oubliée, mais la CEDEAO est exigeante. Et je pense que c'est normal pour que le retour à l'ordre constitutionnel se fasse. Et donc, la CEDEAO doit continuer dans ce sens. Et je pense que s'il y a des pas qui sont faits du côté du Niger aussi, en assouplissant les décisions, parce qu'aujourd'hui, nous savons que le Niger est en grande difficulté. Et l'économie nigérienne est en grande difficulté. Les questions sanitaires sont difficiles. Et on ne peut pas voir le peuple nigérien souffrir. Et personne n'est content de ces situations. Et je pense que la CEDEAO est sensible à cela. Et elle fera cet effort. Et en faisant cet effort, les commentateurs qui avaient pensé que la CEDEAO va perdre la face, non. Elle ne perd pas la face, elle grandit. Elle montre qu'elle est capable d'une transcendance. Et qu'on peut accepter du fait que oui, mais on n'est pas parti à la guerre, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais in fine, on a préservé la paix. Et c'est cela, quand la CEDEAO réussit à préserver la paix et que le Sahel n'est pas en feu, donc elle est aussi gagnante. D'autres craignent aussi qu'une telle position de la CEDEAO, comme vous la voulez, donnerait plutôt du crédit à ceux qui ont fait les coups d'État et qui sont toujours contraints de respecter les calendriers établis avec la CEDEAO. Je veux parler de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, qui sont des pays qui ont connu des coups d'État et qui ont convenu de calendrier avec la CEDEAO, dont le terme n'est pas encore totalement arrivé. Et donc, si la CEDEAO fléchit devant le Niger, ça pourrait peut-être permettre aux autres aussi de tenir tête à la CEDEAO peut-être. Non, je ne pense pas que la CEDEAO fléchit ou fléchira devant le Niger. La CEDEAO trouvera la bonne solution. Chaque pays dans lequel il y a eu des coups d'État, les situations ne sont pas les mêmes. Il y a un élément sur lequel il faut être d'accord. Personne n'est d'accord pour des coups d'État. Moi, je suis un démocrate. On n'est pas d'accord pour des changements non constitutionnels. Donc, personne n'est d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, quand la situation arrive, il faut la gérer. Donc, je pense que la CEDEAO s'adapte en fonction des réalités des pays. Ce qui s'est passé au Niger, ce n'est pas la même chose en Guinée, ce n'est pas la même chose au Burkina Faso. Donc, chaque pays obéit. Et je pense qu'il est important, dans ce qu'on vit aujourd'hui, de redonner encore de la force à l'instance sous-régionale. Parce qu'il faut un acteur qui joue la régulation. Aujourd'hui, la CEDEAO peut-être aura à se reformer par endroits pour répondre aux aspirations des populations et faire en sorte que les décisions soient prises et comprises. Parce que souvent, elles ne sont pas comprises par endroits. Mais je pense que fondamentalement, la CEDEAO ne va pas se déjuger en trouvant la bonne solution pour que le Niger sorte de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. L'option militaire annoncée par la CEDEAO a finalement été officiellement mise en veilleuse. On nous annonce même une démobilisation des troupes qui avaient été mobilisées entre-temps dans certains pays pour intervenir militairement au Niger. Est-ce à dire que les choses sont sur la bonne voie? Oui, je pense que les choses sont sur la bonne voie. Voilà pourquoi je disais dès l'entame de notre échange qu'il faut encourager tout le travail de médiation, de négociation qui a pu avoir lieu. Parce qu'aux premières heures, on aurait pensé que la guerre aurait pu être déclarée dans les 48 heures. Et aujourd'hui, on l'aurait amèrement regretté. Donc il est toujours temps de revenir à d'autres sentiments. La guerre n'est jamais la bonne réponse, même à une situation qui le nécessite. Et je pense aujourd'hui que la CEDEAO, en laissant l'option militaire, a choisi la bonne solution. Cela ne veut pas dire, comme certains ont pu le laisser entendre, qu'on encourage les coups d'État. On est radicalement opposé aux coups d'État, quels qu'ils soient. Mais il faut trouver les mécanismes pour pouvoir juguler que les raisons sur lesquelles les gens se basent pour aller vers ces coups d'État, on puisse régler également ces raisons. Parce que c'est ça, voir au-delà de ce qu'on peut voir et entendre au-delà de ce qu'on a déjà entendu. Pourquoi cette lenteur au niveau du processus au Niger? Parce que le Niger a connu son coup d'État un mois avant celui du Gabon. Mais au Gabon, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est formé, le président a été investi. Il a annoncé d'ailleurs que sa transition va durer 2 ans. La CEMAC n'a pas eu vraiment de protocole à faire dans cette affaire. Comme on l'a vu au niveau du Niger, 4 mois après, c'est vrai, les militaires avaient annoncé qu'ils feront une transition qui ne va pas dépasser 3 ans, mais jusque-là, pas de réponse officielle au niveau de la CEDEAO. Pourquoi les choses tardent à évoluer ainsi? Je pense que dans le cas du Niger, le dialogue a été difficile dès le démarrage, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était le 3e, 4e coup d'État dans notre espace de la CEDEAO. Et donc ça a expliqué aussi les réactions, je dirais, énergiques qui ont pu être prises.
Et donc le Niger, dans les premiers mois, a pensé à sa survie. À sa survie, comment manger, comment se soigner, et comment faire en sorte que donc, la population puisse s'aller sur le plan sécuritaire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un ennemi commun, et qui sont les terroristes qui sont dans notre sous-région. Et donc je pense que pendant un premier temps, avec les sanctions de la CEDEAO, le Niger s'est recroquevillé sur lui-même. Et je pense que n'eût été les relations qui ont permis d'ouvrir un peu le taux, le Niger sera encore recroquevillé sur lui-même. Et le temps est arrivé aujourd'hui, et voilà pourquoi je pense que dans la relation avec la CEDEAO, c'est d'aller vers justement cette transition, parce qu'elle est de fait aujourd'hui, et il faut lui donner un calendrier. Mais en même temps, vous savez, comme on dit, ce n'est pas simplement l'élection qui est la réponse. Il y a des raisons qui font que dans ces pays, il y a eu ces troubles-là. Donc il faut prendre le temps nécessaire et que les acteurs de terrain peuvent définir pour régler les problèmes. Une transition n'a pas vocation à durer éternellement. Donc, il faut pouvoir définir la durée en fonction des réalités du terrain et faire en sorte que le Niger puisse avoir un chronogramme accepté, donc conçu en lien avec la CEDEAO, ce qui nécessite donc d'avoir des échanges bilatéraux pour la préparation de ces négociations. La CEDEAO avait montré une position qui a été critiquée, je le disais tout à l'heure, au moment où les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger faisaient face au terrorisme. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons un ennemi commun. La CEDEAO n'a pas su mobiliser des troupes pour aller combattre sur le terrain, même si on sait que l'organisation s'est montrée solidaire de différentes manières avec ces pays. Elle n'a pas pu mobiliser ses armées pour aller combattre, mais aussitôt on parle de coup d'État, la CEDEAO parle plutôt d'une intervention militaire. Est-ce qu'une telle position ne risque pas de fragiliser les relations éternellement entre les deux parties? Non, rien n'est éternel. En tout cas, c'est une position qui a été incomprise, effectivement, puisque le Niger l'a dit d'ailleurs, aux d'autres pays du Sahel, au moment où ils criaient au secours, venez nous aider. On n'a pas eu les armées, mais pour venir remettre le président Bazoum déchu, on avait des armées qui étaient prêtes à envahir le Niger. C'est une position qui n'a pas été comprise, mais qui est une position qui répond à un contexte. Parce que certains acteurs avaient pensé que c'était le coup d'État de trop, qu'il fallait ramener par la force l'ordre constitutionnel, mais tous ont compris aujourd'hui que la force et la force créent la force. La guerre et la guerre créent la guerre. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO s'est ravisée. Et cette force qui devait être mobilisée, justement, il faut faire de l'aïkido avec cette force-là. Il faut la transformer aujourd'hui en une force qui peut aider l'ensemble de notre sous-région à combattre les terroristes. Et nous savons que le combat contre le terrorisme, ce n'est pas simplement une question d'ordre militaire. Il y a d'autres facteurs qu'il faut mobiliser pour les combattre. Et la CEDEAO peut davantage aller sur ce terrain et faire en sorte que nos sous-régions soient mieux encore sécurisées. En attendant la décrispation, les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA pèsent sur le Niger. Que faut-il faire en attendant, comme on l'espère, que la médiation puisse réussir? Je pense qu'il faut des assouplissements. Mais quand on voit le contexte aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais du fait que il y a une nécessité aussi du côté du Niger de faire quelques pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un acteur de la CEDEAO, quelle que soit la position que vous avez adoptée au départ, que vous soyez attaquant, milieu ou défenseur, s'il n'y a rien qui change fondamentalement, pourquoi vous changez de décision? Voilà pourquoi je pense qu'il faut aider la médiation à réussir. Il faut qu'au niveau du Niger, qu'il y ait aussi des pas qui soient faits. Et je pense que les Nigériens sont mieux placés pour savoir les pas à poser. C'est ça la négociation. La négociation, ce n'est pas que tel a raison, tel a tort. On trouve des terrains d'entente. Quels sont les points de convergence sur lesquels on peut œuvrer pour avoir un intérêt commun? Si on réussit à desserrer le taux, ne serait-ce que 15% autour du Niger, ça permet au Niger d'avancer. Et in fine, nous voulons qu'il y ait la paix au Niger et qu'au niveau du Sahel, nous avons la paix partout. Je pense que c'est possible et que certainement les acteurs y travaillent pour qu'on puisse avoir de bonnes solutions dans les semaines à venir, je crois. En attendant, ça fait pratiquement 4 mois que cette situation dure. On sait que de telles sanctions, surtout économiques, avaient été prises contre d'autres États qui ont connu le coup d'État. Je veux parler notamment du Burkina Faso, mais surtout du Mali, puisque les sanctions n'ont pas été les mêmes au niveau du Burkina Faso, mais surtout du Mali. Entre-temps, il y a une décision de la CEDEAO, de la Cour de justice, qui avait dit en instance qu'une telle position de la CEDEAO n'était pas conforme aux tests de l'organisation. Mais voilà, les coups d'État du Niger, on réplique les mêmes choses. La CEDEAO est-elle en train de violer sciemment ses propres tests en reprochant à d'autres de violer les tests en faisant des coups d'État? Oui, je pense que ce problème est un problème épineux qui mérite d'être traité en profondeur au niveau de la CEDEAO parce que ça peut choquer
de penser que l'instance qui est censée veiller comme le gardien et prendre des décisions que la Cour de justice de la CEDEAO elle-même retoque après. Et je pense que ça a créé une incompréhension sur l'ensemble de la ligne. Il est important effectivement que ces décisions soient revues à l'aune donc de ce que dit la loi. Et aujourd'hui, la CEDEAO aura fort à faire justement pour polir son image par rapport à ça. Parce que si une décision est contestée par la Cour de justice de la CEDEAO, je pense que ce n'est pas dans l'avantage en termes d'image et en termes de probité. Et je pense que certainement il y a des réflexions qui sont en cours pour faire en sorte que nous soyons conformes. Parce qu'effectivement, on ne peut pas combattre une situation illégale avec une décision qui est déclarée aussi illégale. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, mais nous sommes dans un contexte aussi politique et il faut que les acteurs puissent œuvrer dans ce sens. Parce que nous voulons de la stabilité. La stabilité d'abord, c'est le respect des tests. Et si on ne respecte pas les tests dans un sens, dans un autre, ça peut poser des problèmes. Je pense que les crises que nous connaissons sont aussi des éléments qui permettent d'avancer. Nous disons généralement en gestion de conflit que une crise n'est pas forcément une fatalité, mais une crise peut être le trait d'union qui permet d'aller au meilleur. Espérons que ce soit ainsi pour la zone de la CEDEAO. Ce qui nous amène à notre question principale, Niger-CEDEAO, la médiation peut-elle réussir selon vous? La médiation peut réussir, j'en suis totalement convaincu, parce que c'est la voie. La médiation, c'est quoi? C'est le fait qu'on réussit à converger vers des positions. Donc, on n'aura pas de la satisfaction à 100% dans aucun des cas. Mais on aura une satisfaction partielle par endroit et en conjuguant cela, on trouve la solution d'équilibre. La médiation est la seule voie, en tout cas de mon point de vue, pour aller vers une solution durable et acceptable par tous pour le cas du Niger. Et je crois qu'elle va réussir. Kag Sanoussi, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité. Que retenir de cette situation entre la CEDEAO et le Niger et des espoirs d'une médiation réussie? Il n'y a rien qui soit éternel et que tout conflit a une fin. Dès lors qu'on a la volonté, qu'on vite l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le meilleur des peuples, qui soit de tous les espaces de la CEDEAO. Et je pense que les dirigeants de la CEDEAO aujourd'hui du Niger sont dans cette dynamique. Même si les approches ont été différenciées, si les positions ont été différenciées, in fine, nous voulons le développement de nos populations. Et je suis convaincu que de la discussion jaillira la lumière et que la médiation fera en sorte que chacun gagnera. Personne ne perdra la face parce que quand on gagne la paix, on gagne tous. Merci beaucoup à vous, Kag Sanoussi. Vous êtes expert en intelligence négociationnelle. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Agama, ou l'art de gouverner. Merci d'être passé sur ce plateau, répondre à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.